En attendant que les derniers se connectent, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Merci de taper son et image OK et KO si ce n'est pas bon. Bienvenue. Comme d'habitude, je commence avec quelques petites questions et ça nous permet de mieux vous connaître et puis d'avoir des contenus qui sont de plus en plus adaptés à vous. Alors, juste pour vous présenter rapidement, est-ce que vous pourriez me dire si certains d'entre vous ont un travail en lien avec l'innovation? Première question. Ensuite, est-ce que vous êtes plutôt dans une petite, moyenne ou grande entreprise? Et puis, j'aimerais bien en savoir plus sur votre rôle. Est-ce que vous êtes directeur, manager, chef de projet ou expert? Merci. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Et puis, du coup, j'ai une première question assez simple. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression qu'un projet d'innovation sur lequel vous avez travaillé n'a pas eu l'impact attendu ou a été arrêté alors qu'il avait un potentiel important? Et à l'inverse, de 1 à 5, est-ce que vous êtes serein quant à la préparation du futur de votre entreprise? En gros, est-ce que vous êtes certain que les activités d'innovation déployées correspondent aux vrais enjeux de l'entreprise? Et puis, est-ce que vous êtes capable de justifier chacune des dépenses engagées et de démontrer leur participation à la croissance de la boîte? Alors, si je vous pose toutes ces questions, c'est parce qu'il est courant pour les entreprises de faire ce que Steve Blank appelle le théâtre de l'innovation. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, mais c'est assez simple à comprendre. En gros, les entreprises aujourd'hui, vous le savez, elles sont dans des contextes incertains, elles le savent elles-mêmes, et donc du coup, elles sont conscientes qu'elles risquent de se faire disrupter d'une certaine manière. Et du coup, pour se rassurer, elles vont faire une grande représentation de l'innovation et mettre en place des workshops, des hackathons, de l'open innovation, de l'acquisition de start-up, etc., etc. Et en gros, elles se disent que si elles couvrent tout et voient les choses en grand, eh bien alors elles devraient être protégées de ce qu'on appelle ces disruptions. Mais au final, l'envers du décor est tout autre. En gros, les équipes qui travaillent sur l'innovation, comme le COMEX, sont en général assez frustrées quand il s'agit d'innovation, et les uns comme les autres ne savent pas vraiment ce qu'ils cherchent ou quoi attendre de l'innovation. Donc en gros, on va avoir des fonctions innovation qui déploient des efforts surhumains euh, et pourtant la plupart de leurs projets n'aboutissent pas, notamment parce que le COMEX ne leur donne pas toujours les financements attendus. Et puis de leur côté, on va avoir des COMEX qui ont l'impression de ne pas faire assez pour le futur de l'entreprise et de ne pas adresser en fait les bons enjeux, bien que dépensant en fait des sommes qui pour eux sont assez importantes. Donc en fait, elles dépensent des milliers, voire des millions d'euros sans avoir une vraie garantie de résultat. Et enfin, rien ne garantit ici que les bons enjeux soient traités et donc rien ne garantit que l'entreprise soit vraiment protégée des potentielles disruptions dont on parle. Et donc en fait, il va y avoir un espèce de décalage entre ce que les entreprises espèrent en déployant des activités d'innovation, ce qu'elles espèrent obtenir comme résultat, et les impacts réels que l'entreprise va avoir sur sa croissance au vu de ce que les équipes innovation vont faire dans l'entreprise. Et finalement, ce que je vais essayer de vous montrer pendant ce webinaire, c'est comment éviter de dépenser des millions juste parce que votre entreprise n'est pas au clair sur ce qu'elle attend de l'innovation, et ça seulement en quelques workshops. Donc pour que ce soit plus parlant, je vous parlerai d'un cas hyper concret, donc d'un case study qu'on a eu et que nous avons anonymisé pour le webinaire. Alors troquer quelques dizaines d'heures contre quelques millions d'euros, est-ce que ça vous intéresse? Donc bonjour, bienvenue à tous, je m'appelle Fred Arnaud,
je suis ravi de vous accueillir dans ce webinaire et c'est la suite en fait d'un webinaire précédent qui présentait deux mécanismes simples pour maximiser la réussite de ces projets d'innovation en les plaçant au cœur de la stratégie de votre entreprise. Les deux mécanismes, c'était les ambitions d'innovation et l'innovation gap. Alors aujourd'hui, nous reprendrons ces deux démarches que nous appliquerons à un cas pratique pour vous aider à mieux utiliser et mieux comprendre la puissance qu'ils peuvent avoir sur des cas très concrets. Alors déjà, je vous remercie beaucoup de votre temps. Je sais que vous avez des journées bien remplies, que vous avez un agenda qui croule sous les réunions et je m'engage à vous délivrer le maximum d'infos possibles dans le webinaire. Et pour que vous ayez la meilleure valeur de ce webinaire, vous vous rappelez toujours la même chose, trois recommandations. On coupe le téléphone et la boîte mail pour être bien concentré, on prend de quoi noter, et puis derrière, essayez d'être participatif. Je vais vous poser un certain nombre de questions de sondage, vous les avez déjà vues apparaître sur la fenêtre. Voilà, je vais vous demander d'y répondre, comme ça vous serez bien concentré et vous retiendrez mieux les informations. Est-ce que ça vous va? Alors c'est parti. Très rapidement, je me présente. Donc moi du coup, j'ai été chercheur au Centre de gestion scientifique de Mines ParisTech. Avant de faire STEAM, j'ai été intégré dans une équipe commando dans l'aéronautique chez Safran à réinventer des moteurs d'hélicoptères. Ça a eu des succès assez importants. Et j'ai créé STEAM en fait pour diffuser ces approches, ces méthodes assez structurées pour l'innovation, pour en faire profiter l'ensemble de l'industrie. Voilà, chez STEAM aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes et on accompagne des entreprises de toute taille, notamment des équipes sur des sujets d'innovation de rupture et puis des décideurs. Et donc cela fait maintenant 2 ans qu'on travaille avec les mines de Paris sur l'articulation en fait entre les équipes opérationnelles et la stratégie des entreprises. Et donc on a développé là une expertise autour de 3 axes sur l'innovation: la stratégie d'innovation, la gouvernance de l'innovation, qui sont des éléments plutôt stratégiques dans l'entreprise, et puis sur les parties opérationnelles, plutôt l'exploration de sujets nouveaux et l'accélération. Et dans ce webinaire, ce que je vais vous présenter, c'est une illustration de notre démarche stratégique avec l'utilisation d'outils, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui sont les profils d'ambition innovation. Alors, l'objectif des profils d'ambition innovation, c'est en fait de rétablir un langage commun entre la stratégie et l'innovation, les équipes opérationnelles. Ce sont un peu en fait, si vous voulez, ces profils d'ambition comme les profils MBTI, c'est comme si c'était des profils MBTI de l'innovation, si vous voulez. Et en gros, ils définissent de manière précise des intentions stratégiques et ils permettent d'avoir en fait le niveau d'effort à mettre sur vos activités d'innovation en fonction en fait effectivement du profil d'ambition qui est choisi. Donc pour ceux qui nous suivent un peu sur Internet, sur les réseaux sociaux, comme je vous le disais tout à l'heure, on a déjà fait un premier webinaire sur le sujet, donc du coup je vais vous remettre le lien pour que vous puissiez y avoir accès. Nous avons organisé une masterclass chez Steam pour expliquer dans le détail en fait comment ça fonctionnait avec un directeur d'innovation de la Société Générale qui était venu nous présenter certains sujets et un cas chez eux. Et puis on a un article qui est publié dans Harvard Business Review France et que je vous invite à lire pour aller plus dans le détail par rapport à ce webinaire. Alors, maintenant, on va rentrer dans le sujet d'aujourd'hui, le cas pratique. Donc, dans l'épisode précédent, nous vous présentions les différents profils d'un point de vue théorique. Donc, vous vous rappelez, il y avait le dérisqueur, le différenciateur, le performeur et le game changer. Donc, le dérisqueur, pour être précis, c'est le profil d'ambition qui vise à démontrer une intention où en fait je suis sur une activité qui marche plutôt bien, ma vache à lait fonctionne comme il faut, et donc il y a beaucoup de bruit dans mon écosystème, et ce que je veux faire, c'est savoir me positionner en fait sur le bon sujet au bon moment en réaction. Le différenciateur, lui, il va utiliser plutôt l'innovation pour se démarquer de la concurrence dans un objectif par exemple d'image, ou d'augmentation de sa notoriété sur un sujet donné. Hein, par exemple, quand Bolloré va sortir sa Blue Car, eh bien, l'objectif n'est pas d'augmenter le chiffre d'affaires de manière conséquente de l'entreprise, mais plus de se positionner comme un acteur leader sur le monde de la mobilité. Le performeur, c'est plus un Samsung ou un Bose. C'est celui qui va vouloir sortir en premier
une technologie nouvelle, comme par exemple l'A8K. Je veux être le premier à avoir sorti l'A8K dans les magasins Darty sur Medal TV. Et puis le game changer, celui-là c'est celui qui parle le plus, ça va être un Dyson ou un Apple à l'époque de Steve Jobs. C'est celui qui va transformer, repenser une industrie en changeant à la fois la technologie, mais aussi les valeurs et les règles du jeu. Donc voilà nos quatre profils. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, je vais vous montrer comment on a permis à une entreprise d'économiser des millions juste en quelques workshops. Et c'est le cas de Bango, un cas client anonymisé. Alors chez eux, on a réduit leurs dépenses juste en clarifiant en fait cette ambition de l'innovation. Donc on s'est battu contre ce phénomène que vous devez connaître dans votre entreprise, qui est de faire l'innovation pour l'innovation. Donc ce qu'on a fait, c'est on a aligné le COMEX et les équipes d'innovation et on leur a permis de traiter moins de sujets, mais uniquement les bons sujets, ceux qui auront un vrai impact en fait sur le business et cela à moindre coût. Donc on les a équipés avec des roadmaps très clairs, avec les types d'activités d'innovation à entreprendre et les niveaux d'effort, donc combien je dois investir sur chacun des sujets et sur chacune des phases de mon processus. Donc en gros, je vais essayer de vous planter un peu le décor. Donc Banco, c'est une entreprise de service. Alors elle peut être imaginée, ça peut être une entreprise qui est dans la banque, dans l'assurance, dans les loisirs ou autre, peu importe. Ce qui est important d'avoir en tête, c'est elle n'est pas dérangée sur son marché. Elle est en situation de ce qu'on appelle oligopole, c'est-à-dire, vous voyez, quand il y a beaucoup d'acteurs qui vont dominer un marché, et du coup, son activité marche plutôt bien. Mais même si elle n'est pas alertée, elle observe peu à peu, plusieurs choses. Un, il y a une diminution lente de son réseau de distribution physique. Donc petit à petit, elle se rend compte que ses services, eh ben, ils sont dépendants en fait de ce réseau, et ce réseau, ben, il diminue, et ce réseau n'est pas le sien. La deuxième chose, c'est qu'elle voit apparaître de nouveaux entrants digitaux, comme dans beaucoup de secteurs, et ces nouveaux entrants, en fait, ils rognent petit à petit des parts de marché dans leur monde. Et la troisième chose, c'est qu'elle a de grandes difficultés à gérer la conquête et la rétention client. Elle fonctionne en fait avec des bases clients qui sont des bases clients plutôt âgées et qu'elle a du mal à renouveler. Donc vous voyez ici, on a des évolutions marché qui sont assez classiques, auxquelles la plupart des entreprises du monde de services, de grandes entreprises font face. Et du coup, vous voyez qu'on est sur un sujet qui n'a rien d'inquiétant à court terme, mais comme l'entreprise l'a senti, à long terme, ça peut miner, voire ruiner complètement son activité. Donc pour traiter cela, Banco, comme beaucoup d'entreprises, eh ben, elle a une fonction innovation. Et d'après ce que les équipes disaient, pour eux innover bien, c'est innover fort. En gros, chercher de la rupture, chercher plus de rupture. Et elles estimaient en gros que leur direction attendait d'eux à minima un projet en rupture sur lequel l'entreprise pourrait être leader. Et donc dans notre vocabulaire à nous, ce comportement correspond au profil d'ambition du game changer. Donc le game changer, vous vous rappelez ce que je viens de vous dire, il conçoit un modèle qui est radicalement nouveau. Donc il conçoit un modèle qui va transformer l'industrie en profondeur et qui va d'une certaine manière orchestrer la transformation de son écosystème. Vous voyez, c'est comme quand Elon Musk il travaille sur ses voitures électriques. Et ben vous voyez, il travaille à la fois sur ses voitures électriques, mais sur la construction de l'écosystème en mettant les bornes de recharge un peu partout sur les highways aux États-Unis. Et donc, dans la matrice que l'on a construite, la matrice de Steam, cela se matérialise un petit peu comme ça. Donc, vous voyez, cette matrice, elle classe les projets d'innovation en fonction de la transformation de la valeur client ou de la valeur sur mon marché et en fonction de la transformation plutôt technique, plutôt liée à l'expertise sur l'axe des abscisses. Et donc le game changer, lui, vous voyez, il va croiser en fait une valeur marché très nouvelle, donc avec des nouvelles propositions de valeur pour des nouveaux besoins, nouveaux usages, et puis le renouvellement de l'expertise ou la transformation de l'expertise de manière assez importante. Et du coup, c'est comme ça qu'il va, lui, transformer ses offres. D'accord. Donc c'est le mode opératoire du game changer. Steve Jobs ou Elon Musk, il va fonctionner comme ça. Il va apporter à la fois une technologie nouvelle, mais aussi des valeurs, des usages qui sont très différenciants pour le client. Et donc c'est un profil qui est très demandeur, car en gros il va
demander de mettre des efforts importants à la fois sur la génération, mais aussi l'expérimentation, l'évaluation des concepts, des idées. Mais il va être aussi très demandeur parce que vu que vous devez être leader en fait sur votre marché, vous devez être le premier, donc du coup vous allez avoir des coûts importants à la fois de développement sur des nouvelles technologies, mais aussi de lancement pardon, sur un nouveau marché. Et par ailleurs, ce qui va être aussi très complexe autour de ce profil-là, c'est que vous allez aller devoir chercher en fait des expertises qui sont hors de votre entreprise, et donc du coup vous mettez votre entreprise en situation qui est plutôt une situation d'incompétence. Et donc les équipes innovation de Banco suivaient plutôt assez bien cette logique. Elles sortaient un à deux gros projets par an, et principalement des projets très exploratoires, plutôt en phase amont. Et sans surprise, donc, les équipes y mettaient beaucoup d'efforts et faisaient appel à de lourds investissements, notamment sur la deuxième phase, hein, qui est cette phase d'expérimentation et de déploiement. Mais voilà le problème. Une fois développé, une fois que en fait il y avait eu cette expérimentation faite et puis les premiers éléments de développement lancés, la plupart de ces projets restaient sur étagère parce que la direction n'investissait pas significativement pour lancer ces projets. Et donc du coup, on avait tous les investissements qui avaient été mis sur cette phase d'expérimentation et de pré-développement qui partaient à la poubelle. Et les équipes, en fait, ne comprenaient pas pourquoi elles essuyaient autant de refus. Donc elles étaient du coup très frustrées, mais elles se disaient que sans doute le projet n'était pas assez novateur. Et elles repartaient en fait sur de nouveaux projets qu'elles espéraient encore plus en rupture et qui du coup allaient probablement pour certains coûter encore plus à l'entreprise. Et donc vous voyez, ces équipes en fait finalement se remettaient en question tout le temps en se disant ben mince, au final, si le projet il passe pas en fait les phases suivantes, c'est peut-être parce qu'on n'a pas fait le bon projet ou qu'il n'est pas assez en rupture, etc. Et donc vous pouvez ici vous demander d'où vient un peu ce problème. Donc, on va essayer de regarder en fait des deux côtés. Du côté des équipes, donc elles, ce que je viens de dire, en fait, elles ont l'impression de ne pas proposer des concepts assez novateurs. Donc, du coup, elles sont frustrées de ne pas voir leur projet passer, mais malgré tout, elles vont être dans une logique où elles se mettent à persister et elles s'efforcent de répartir de plus belle sur d'autres projets. Et puis, du côté des dirigeants, euh, là, vous voyez que il va y avoir un autre phénomène qui ne sentent pas en fait d'urgence à investir sur les projets qui leur sont proposés. Et en revanche, ils perçoivent bien que l'activité de l'innovation dans l'entreprise est très coûteuse. Donc vous voyez la grosse frustration qu'il peut y avoir, hein. Eux se disent, mais en fait, puisque, si on reprend tout à l'heure, je ne vois pas à court terme en fait d'enjeu à investir ou prendre des risques forts, je ne vais pas mettre des billets qui sont très importants, des tickets très importants sur ces sujets-là. Et en même temps, je vois qu'en fait les activités d'innovation d'entreprise sortent pas énormément de choses et me demandent quand même beaucoup d'argent parce que ce sont sur des sujets assez fortement en rupture. Donc globalement, on a un flou général qui du coup devient très coûteux pour l'entreprise. Dans le cas de Banco, c'est quelques millions par an, c'était pas loin de 20 millions par an, mais qui n'est pas clairement identifié comme un problème. C'est un peu comme si l'entreprise, si vous voulez, elle s'attendait à tomber à un moment donné, par hasard, sur le bon projet. Ok. Alors du coup, ce qu'on a fait, c'est que on a interrogé les décideurs pour mieux comprendre. On a essayé de comprendre finalement de quoi ils ont envie, alors de manière très émotionnelle, hein, c'est-à-dire avec leur trip, qu'est-ce qu'ils ont envie d'aller chercher, qu'est-ce qui leur fait envie, qu'est-ce qu'ils ont envie de voir arriver. Donc on a compris en fait en travaillant avec eux que finalement il n'y avait pas d'intention forte de leur part, hein, comme vous pouvez avoir par exemple sur certains fondateurs renommés d'entreprises comme Elon Musk par exemple. Et on voyait par contre qu'ils étaient plutôt mus par des éléments externes, des insights qui étaient plutôt externes, du type des nouveaux entrants, des modifications des modes de consommation, et des sujets qui les perturbaient beaucoup parce qu'ils apportaient en fait des formes de disruption dans leur monde sans avoir d'impact forcément monstrueux à court terme. Ce qu'ils percevaient pas en fait, c'est que il y avait beaucoup de disruptions autour d'eux, mais que dans l'immédiat en fait ces disruptions n'étaient pas forcément menaçantes si vous voulez. Et donc par exemple, si j'essaie de me concentrer sur une industrie, si vous prenez la banque et l'assurance,
Vous allez avoir en même temps en fait des sujets qui vont être du type nouveau système de paiement, voiture autonome, blockchain, etc. Et vous voyez bien qu'en fait ces sujets ils sont effectivement plutôt disruptifs, mais que si on prend par exemple la business unit banque d'affaires, eh ben on va pas voir des menaces complètement immédiates par ces trois sujets. Donc du coup, ce qui est hyper intéressant dans ce modèle-là, c'est de se dire, mais pas la peine de s'affoler ou d'affoler tout le monde pour ce genre de menaces. L'important en fait ici, c'est pas de révolutionner en fait finalement leur marché, mais plutôt de s'assurer qu'ils maîtrisent les risques et ou opportunités associés aux disruptions qui sont en train d'arriver. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé des jours à être beaucoup plus précis sur le type de profil qu'ils devaient avoir. Donc en gros, on a commencé par faire une étude sur le portefeuille de projet avec les équipes innovation. Puis en fait, on a ensuite mis en évidence des incohérences entre les enjeux que l'entreprise avait aujourd'hui, comme par exemple l'attrition du réseau, et leurs investissements. Et donc derrière, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mené des workshops de sensibilisation avec la direction générale. Donc on a essayé de leur faire comprendre, prendre conscience de ce que ça voulait dire en fait de mener des activités d'innovation, puisqu'ils ne le savaient pas forcément. Et puis derrière, on a fait des workshops avec cette même direction générale et les équipes innovation sur la construction d'une ambition commune. Qu'est-ce qu'en commun on veut faire et comment on arrive à matérialiser cette intention. Et ce qu'on a pu faire grâce à ça, c'est décrire le type d'investissement qu'ils devaient avoir en fonction du profil d'ambition que l'on avait réussi à leur faire proposer. Donc si vous voulez, c'est un espèce de processus d'accouchement de profil d'ambition que la direction et les équipes doivent avoir vis-à-vis de l'innovation. Donc en général, dans ces moments-là, la direction générale, elle a envie de dire, on est un peu game changer, on est un peu de-riskeur, on est un peu différenciateur, on est un peu tout. Hein, ils vont dire, ah ben oui, ben en fait, des fois on est game changer sur tel type d'activité, puis des fois en fait on est plutôt de-riskeur parce que c'est vrai que nous, on est plutôt averse au risque, etc. Et dans ce cas-là, en fait, ce qui est très important, donc là c'est une petite technique, si jamais vous avez à faire ça avec votre direction, il va falloir forcer la direction générale à choisir une ambition. Donc vous ne pouvez pas être game changer et de-riskeur, ou vous ne pouvez pas être différenciateur et performer. Et ce que ça vous permet de faire, ce que ça va permettre de faire en fait dans l'entreprise, c'est que à partir du moment où vous avez choisi un profil d'ambition, là vous pouvez commencer à faire des choix et du coup vous pouvez commencer à couper des activités, vous focaliser et donc à faire des concessions. Si on reste sur plusieurs ambitions, on ne résout pas le problème et on va, comme la situation d'avant, investir sur tous les trucs qui apparaissent dans l'environnement. Donc tout ça pour vous dire que à l'issue de ces quelques semaines de collaboration, ce qu'on a réussi à voir, c'est faire émerger au niveau de la direction générale un profil qui leur correspond le mieux. Et dans leur cas, dans le cas de Banco, c'était le dérisqueur. Alors très concrètement, le dérisqueur, vous vous rappelez, il va faire de la génération d'idées, donc il va vouloir avoir des concepts qui sont plutôt en rupture, s'il doit les voir, les concepts en rupture, et il va faire une forme de veille fine sur l'ensemble de la matrice. Donc il ne va pas passer à l'action tout de suite sur l'ensemble des sujets, hein, d'accord. Il va juste rester sur un état de veille sur des sujets en rupture, et il va passer à l'action que si le sujet en fait présente un risque ou une opportunité forte et avérée pour l'entreprise. Sur ces sujets-là, il va mettre des efforts conséquents sur la génération d'idées, puis l'expérimentation et les tests, et le lancement. D'accord. Donc là, on va être sur une logique de développement d'une innovation plus classique, mais en toute connaissance de cause, c'est-à-dire qu'on est certain que là-dessus, il faut qu'on bouge, pardon. Et donc du coup, vous allez voir qu'en faisant ça, les investissements vont mieux se concentrer, c'est-à-dire qu'ils vont se concentrer vraiment sur l'enjeu qui est important, et sur le reste, on va d'une certaine manière être capable de dormir sur nos deux oreilles, parce qu'on est sûr que les équipes innovation sont bien en train de regarder les grands mouvements qu'on va avoir dans notre écosystème. Donc ce qui est très important à avoir en tête, et qui n'est pas forcément une évidence, c'est que dans le cas du dérisqueur, on a des types de sujets qui sont, de projets, hein, qui sont tout aussi en rupture que le game changer dans le portefeuille.
Par exemple, si vous êtes une entreprise automobile, d'accord, comme Renault, eh ben, le dérisqueur, il va aussi voir la voiture autonome, d'accord? Il doit la voir, voire même peut-être générer une voiture autonome qui est peut-être plus en rupture que celle de Google. Par contre, le niveau d'effort sera différent si vous dites, ben, en fait, on est des game changers ou des dérisqueurs. Le game changer, lui, il va viser à sortir pardon, cette voiture autonome en premier, donc du coup l'implémenter, puis faire le lancement sur le marché et essuyer les plâtres. Alors que le dérisqueur, lui, il va suivre ces projets-là, jauger les niveaux de risque opportunité sur ces sujets-là, avant de se dire est-ce que ça vaut le coup de passer à l'étape suivante. Donc vous voyez, on va avoir une logique totalement différente, par contre avec des types d'objets qu'on manipule qui sont similaires. Effectivement, on nous demande souvent, oui, mais est-ce que le game changer finalement est plus en rupture que le dérisqueur? Et la réponse est non. Le game changer et le dérisqueur vont explorer des objets aussi en rupture. Le dérisqueur, lui, va attendre de l'extérieur de voir des insights qui lui permettent de se dire c'est le bon moment d'innover, alors que le game changer, lui, doit être leader. Donc c'est lui qui va faire la transformation du marché et donc être en avance de phase et avoir des investissements plus importants sur les objets en rupture. Alors une fois qu'on s'est dit ça, très concrètement, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur l'entreprise? Donc on peut dégager trois types de bénéfices. Le premier, il concerne les frustrations. Donc on va réussir grâce à ça à bien réduire les frustrations parce que si on regarde le cas de Banco, ni les équipes innovation, ni la direction ne faisaient mal leur travail. Pour assurer le futur de la boîte, les équipes innovation doivent bel et bien réfléchir à un panel très large d'idées innovantes, avec des niveaux de rupture, on l'a déjà dit, plus ou moins forts. Mais par contre, cette démarche, elle doit permettre, dans la majorité des cas, une simple réduction de risque, c'est-à-dire une simple étude en fait de ces concepts et ces idées, pour être capable d'en évaluer le potentiel, le niveau de risque ou le niveau d'opportunité. Et la seule exception, et du coup, c'est là que ça diminue le niveau de frustration, c'est que ça va être partagé, c'est qu'on va être clair que les exceptions, par contre, sur lesquelles on va se lancer, portent sur les zones à risque. Et donc, il est tout naturel que les investissements sur les lancements soient rares et réfléchis. Et il est possible pour les équipes d'arriver à faire passer des projets de rupture, mais elles doivent être bien conscientes qu'ils doivent être alignés avec ces zones à fort enjeu de l'entreprise, des zones à risque ou fort enjeu d'opportunité. Et la deuxième chose qui est importante en termes de bénéfices, c'est qu'on va être capable du coup de concentrer les efforts. Comme je vous le disais, il n'est pas désirable pour les équipes de concevoir, tester et lancer l'ensemble des projets. Donc, ce qu'on va en revanche être capable de faire, c'est travailler des activités du coup qui vont être identifiées comme stratégiques pour l'entreprise, qui va être, ben, je veux que vous me génériez les bonnes idées dans mon portefeuille parce que je veux les voir et avoir la bonne veille ou le bon niveau de veille associé à ces idées. Comment je m'assure en fait que je suis bien en train de regarder l'évolution de ces concepts et ces idées-là et d'être pour l'équipe capable de bien identifier ces zones à risque sur lesquelles il va falloir augmenter le niveau d'investissement. Donc du coup, être au clair sur les activités prioritaires va permettre de remotiver les équipes, allouer des investissements au bon poste, mais aussi bien garantir les retombées des activités innovation sur le business de l'entreprise. Dans le cas de Banco, il y avait en effet un sujet sur lequel il fallait réagir vite et qui pourtant était traité exactement au même niveau que tous les autres. Et ce sujet, c'était l'attrition du réseau, donc en gros la diminution progressive de la clientèle, je vous ai dit plus haut, qui était due à la fois le vieillissement de la clientèle, mais aussi de nouvelles préférences de consommation. Mais quoi qu'il en soit, ce sujet, il était central pour la survie de l'entreprise et il n'avait pas, à l'époque, été bien délimité. Et donc du coup, à l'issue de nos sessions de travail, la roadmap, elle était claire sur le fait que il fallait faire de la veille fine et large sur les différents sujets d'innovation, en s'assurant de bien couvrir toute la matrice, parce que c'était une préoccupation de la DG qui était comment je m'assure que je suis en train de regarder les bons endroits, et surtout, eh bien, concentrer les efforts de développement sur le sujet d'attrition qui était le problème bien identifié, bien clair, sur lequel la direction générale était anxieuse. Et j'en viens du coup donc
à mon troisième bénéfice, qui est du coup le sujet de ce webinaire. Donc avec ces nouvelles lignes de conduite, dans le cas de Banco, il était beaucoup plus simple du coup pour le COMEX de bien choisir ses investissements et donc de réduire les investissements sur les zones qui ne servaient en réalité à rien. Et c'est comme ça qu'on leur a fait économiser des millions d'euros en les focalisant sur la bonne ambition. Et du coup, ça peut paraître assez important, comme ça, je parlais de 20 millions d'euros par an dépensés inutilement, mais comme vous en avez sans doute fait l'expérience, dans une grande entreprise, quand vous investissez sur des dizaines de projets sur lesquels, en fait, il n'y a pas lieu d'expérimenter ou de faire du lancement, eh bien, l'addition peut monter assez vite. Voilà, donc on arrive à la fin de ce webinaire. Et du coup, ce qu'il va falloir retenir dans ce qu'on vous a présenté, c'est que parfois un désalignement sur ce que l'on attend de l'innovation peut coûter très cher à l'entreprise. Pour résoudre ce désalignement, il va être nécessaire du coup de se mettre d'accord sur le profil d'ambition de l'entreprise parmi les quatre profils dérisqueur, différenciateur, performeur ou game changer. Et pour cela, en fait, on va essayer d'identifier ce que l'on est, ce que l'on a toujours été jusque-là, ce que l'on doit être et ce que l'on veut être. Et du coup, on va se poser la question, quel était le profil d'ambition d'innovation de l'entreprise jusque-là? Quel doit être le profil d'ambition d'innovation de l'entreprise par rapport aux évolutions de mon écosystème? Et quel profil d'ambition d'innovation mes décideurs veulent-ils avoir? Et cette ambition d'innovation, elle va vous permettre de définir trois choses. Les sujets à traiter, donc être au clair sur les différents niveaux de rupture et les différents types de sujets que vous allez mettre dans la matrice STEAM qu'on vous a montré. Les niveaux d'effort associés qui sont d'autant plus importants. Et donc, est-ce qu'on fait juste de la génération de concepts? Est-ce qu'on doit faire de l'expérimentation, évaluation? Ou au contraire, est-ce qu'on doit aller jusqu'au déploiement? Et une fois qu'on a tout ça, on ressort du coup avec une roadmap qui est très claire, sur laquelle peuvent s'accorder à la fois la direction, les décideurs d'entreprise, mais aussi les équipes innovation. Et du coup, cette roadmap, elle va vous permettre de régir les projets à déployer, les efforts associés, donc la taille de l'équipe, les budgets, les types de profils, les niveaux d'investissement et la logique à adopter. Donc l'objectif final de tout ça, comme on vous l'a dit en introduction, ça va être de bien réduire les investissements en innovation pour être capable de les focaliser uniquement sur les sujets qui vont garantir la croissance ou la survie d'entreprise. Et pour les équipes innovation, mais notamment aussi le COMEX, de largement réduire en fait les niveaux de frustration en augmentant leur motivation, en leur démontrant que l'innovation, ce n'est pas une activité chaotique, mais bien une démarche rattachée à la stratégie de la boîte. Donc voilà, on en a maintenant fini, et du coup, je vais vous proposer de prendre juste quelques minutes pour faire le point sur vous, grâce à quelques petites questions. La première question, c'est à quel point vous êtes confiant quant à la capacité de vos activités d'innovation pour garantir le futur de votre entreprise. La deuxième question, c'est quelle est selon vous l'efficience de vos activités? Quel est le rapport entre les dépenses et l'impact? Donc vous nous donnez pour ces deux premières questions des notes de 1 à 5. La troisième question, c'est pour reprendre un peu la démarche d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes capable d'identifier dès maintenant votre ambition d'innovation? Donc je vous les remets à l'écran. Est-ce que vous êtes plutôt dérisqueur, différenciateur, performeur, game changer? Et là, la question suivante est très intéressante. Est-ce que vous pensez que les décideurs, le top management de votre entreprise ou son COMEX auraient répondu pareil que vous? C'est là que ça devient assez intéressant. Et de 1 à 10, à quel point souhaiteriez-vous pouvoir appliquer la démarche que vous venez de voir sur votre entreprise? Donc refaire ce qu'on a fait sur Banco, sur votre entreprise.
Maintenant, pour ceux qui ont répondu plus de 5, ce que je vous propose, c'est de continuer la discussion en one-to-one avec nous, avec moi ou un de nos experts dans l'entreprise. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin, on sera ravi de discuter de vos enjeux, de voir comment cette démarche qu'on vous a décrite ici s'applique à votre entreprise. Et pour cela, ça va être ultra simple. Il vous suffit de booker un petit call avec nous en cliquant sur le lien qui s'affiche sur la page. Pour que ce call soit sur mesure et surtout de ne pas vous faire perdre votre temps, nous le préparons grâce à des réponses à un petit questionnaire qu'on va vous envoyer et qui va vous mettre 3 minutes à répondre. Voilà, j'en ai fini pour ce webinar. Pour ceux qui veulent, je vais vous donner des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Et pour les autres, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Donc voilà, je vais vous faire un petit FAQ, c'est-à-dire essayer de vous proposer des réponses aux questions qui nous sont le plus fréquemment posées quant au sujet de profil d'ambition pour la stratégie d'innovation des entreprises. Alors, 5 grandes questions qu'on nous pose souvent. Je vais commencer par la première. Voilà, donc c'est je travaille dans une petite entreprise. Est-ce que cette démarche est adaptée? Alors oui, et d'autant plus que l'entreprise est petite, parce que plus l'entreprise est petite, plus on va faire attention au type de dépenses que l'on va avoir sur l'innovation. Et donc pour la petite histoire, on l'a effectivement fait avec plusieurs PME, dont notamment très récemment avec une PME qui fait seulement 20 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la cosmétique, avec une cinquantaine d'employés seulement. Et donc on leur a permis, grâce à ça, d'être hyper précis sur le type de sujet qu'ils devaient traiter sur l'innovation et de notamment couper un certain nombre de projets qui n'étaient plus utiles à l'entreprise et donc plus la boîte est petite, en plus, plus vous aurez un effet rapide. Donc évidemment, si l'entreprise est petite, il faut que vous soyez très très au clair sur ce que vous devez faire vis-à-vis de l'innovation et donc avoir un profil d'ambition clair. La deuxième question, qui est plutôt une espèce de question d'anxiété, c'est comment j'arrive à convaincre ma direction de se lancer dans une telle démarche, notamment parce que je suis hiérarchiquement très éloigné de la direction, ce qui est souvent le cas hein, de certaines équipes innovation. Alors effectivement, ça peut faire peur si vous n'avez pas accès à la direction. Comment vous arrivez à vous dire, mais attendez, si vous me dites que l'ambition doit être faite avec le COMEX, comment j'arrive à faire? Donc nous, en fait, on va vous proposer une approche itérative parce qu'on sait que c'est pas si simple. Et cette approche, elle va vous permettre peu à peu de remonter au bon niveau dans l'entreprise, notamment avec des modèles d'interview où vous allez voir, on va montrer en fait aux décideurs que s'ils veulent travailler ce projet, bah, il faut qu'on les interviewe. Et dans ces interviews-là, on va petit à petit leur distiller le fait que c'est important de travailler sur l'ambition jusqu'à arriver à ces ateliers avec eux. Et chez Banco, les équipes, juste pour vous donner un ordre d'idée, elles étaient en N-5 par rapport au COMEX. Et en un mois seulement, on est remonté à la DG. Donc ça marche quasiment à tous les coups. On n'a jamais eu de cas où on n'a pas réussi à remonter. Donc là-dessus, ne vous inquiétez pas. Juste parlez-en avec nous si jamais c'est une crainte. Troisième question, qui est plutôt liée à la durée. Alors pourquoi à la durée? Parce que souvent on nous dit, bah, oui, moi en fait j'ai un projet d'innovation, on m'attend, j'ai besoin d'aller vite, j'ai besoin d'avoir des résultats concrets, et j'ai l'impression que là, bah, c'est un peu retardé encore nos projets d'innovation. Donc, pour info, ce type d'approche, hein, ça dure entre 3 et 5 semaines. Imaginez 3 et 5 semaines, c'est vraiment rien. C'est-à-dire, si vous nous dites on commence demain matin, 3 semaines plus tard, vous avez déjà le résultat. Donc, c'est pas grand-chose vis-à-vis de la durée d'un projet. Et derrière, vous gagnez énormément de temps et d'argent surtout. Plus vous serez au clair au départ, plus vous pourrez aller vite sur la suite de vos activités, sur la suite de vos projets. Et dans le cas d'une entreprise de l'industrie pharmaceutique, ça faisait 18 mois qu'ils tournaient en rond parce qu'ils étaient partis bien en tête sans être très très clairs en fait sur ce qu'ils voulaient faire. Et ils avaient lancé une multitude de projets sur un sujet donné. Et là, en 2 workshops avec la direction, on a réaligné tout le monde et ils ont réussi à aller beaucoup plus vite sur ce sujet-là. La quatrième question qu'on nous pose, c'est aussi encore une question d'anxiété, c'est est-ce que je ne vais pas m'exposer en montrant que je ne sais pas vraiment où je vais vis-à-vis de mes activités d'innovation. Ça fait 4 ans que je suis directeur innovation, responsable innovation d'entreprise. Est-ce que si tout d'un coup je viens à la DG et je leur demande mais qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est pas un risque de m'exposer? Et alors encore une fois ici, non, car on vous emmène le bon discours justement qui permet à la direction générale de bien comprendre que c'est eux qui doivent définir les grandes directions et les grandes intentions pour l'innovation. Et donc, on a eu le cas de cette équipe dans une entreprise de l'agroalimentaire avec laquelle, justement, on a fait une première phase, parce qu'ils avaient très peur d'aller voir la DG. Donc, on a fait une première phase où on a pris le temps avec eux de bien travailler en amont leur portefeuille, le discours, les arguments. Et quand on allait voir la DG, ils nous ont demandé bah, pourquoi on n'était pas venu les voir plus tôt. Donc, vous voyez, c'est parfois les questions d'anxiété et de peur.
elles n'ont pas lieu d'être. Cinquième question, c'est plutôt sur l'ambition. Est-ce que je définis une ambition ad vitam aeternam pour l'entreprise? Est-ce que si je dis que je suis de-riskeur, je serai de-riskeur pour toujours? Ça fait souvent peur à la fois les équipes, mais aussi la direction, parce que je dis, ah non, mais quoi, je pourrais plus jamais changer. Et non, effectivement, on peut changer. L'ambition, elle se met à jour au fur et à mesure de la vie de la boîte. Donc, par exemple, on pourra tous les 2 ans se reposer la question de est-ce qu'on est sur la bonne ambition par rapport aux évolutions qu'on a dans l'environnement de l'entreprise. Petit exemple, hein, vous regardez Apple, sous l'ère Steve Jobs, on est tous d'accord que l'entreprise était plutôt game changer, et sous l'ère aujourd'hui Tim Cook, son successeur, ils sont plutôt performeurs, hein. Apple aujourd'hui ressemble plus à un Samsung en termes de stratégie d'innovation. Voilà, 5 questions pour vous mettre au clair sur ces programmes sur les ambitions d'innovation. Surtout, si vous avez booké un rendez-vous avec nos experts, n'hésitez pas à poser des questions de ce type-là, on pourra les désamorcer. Voilà, encore merci d'avoir pris du temps avec nous. Et puis, je vous dis à une prochaine fois, à nos prochains webinaires. Merci.